Édouard, nous nous revoyons pour notre point hebdomadaire. Aujourd'hui, nous sommes à Arts et Métiers. C'est pour ça que c'est toujours un peu bruyant. On va encore se faire engueuler en disant « et le son, blablabla ». Mais il faut quand même qu'on parle de l'actualité ukrainienne qui est brûlante, puisqu'il y a l'affaire Bakhmut, Artimovsk, il y a l'affaire Nord Stream, et puis il y a les négociations, les frappes sur Kiev cette nuit et les négociations en cours. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le sujet? Est-ce que déjà tu peux nous dire si Bakhmut est tombé ou pas? Non, alors Bakhmut, les taux se resserrent. Les Russes, on dit que c'est Wagner essentiellement, mais avancent méthodiquement. Et en fait, ce qu'on a du mal à comprendre, je le redis effectivement, parce que il y a beaucoup d'approximations sur l'armée russe qui a du mal, etc. On a deux armées qui ont, en termes de qualité des combattants, pour le noyau en tout cas de l'armée ukrainienne, qui ont la même valeur. On a une armée ukrainienne qui est dans ses tranchées ou dans des immeubles comme à Bakhmut ou dans d'autres villes, et qui donc demande aux unités russes de mener un combat urbain. On a ensuite ce qui explique le différentiel des pertes entre les deux, qui est aujourd'hui de 8 ou 9 pour 1. On a une supériorité 8 ou 9 fois de l'artillerie russe. D'ailleurs, les Occidentaux savent très bien qu'ils ont beau dire qu'ils vont envoyer des munitions, jamais les Ukrainiens ne pourront, même avec les stocks de l'OTAN, monter en puissance pour être au niveau de l'artillerie russe. Donc c'est la raison pour laquelle, raisonnablement, on peut penser que la guerre sera finie avant que les usines de l'OTAN se mettent à fonctionner éventuellement au même rythme. Puisqu'il y a un projet de construction d'usine de l'OTAN en Ukraine. Oui, alors cet aspect-là, moi, me semble un peu curieux, parce que si on construit des usines de l'OTAN en Ukraine, enfin des usines de fabrication de munitions et d'armes, c'est une cible extrêmement facile pour les frappes russes. Même si c'est dans des bunkers souterrains datant de la période soviétique, les Russes ont les cartes. Et donc ça, c'est le côté spectaculaire et un peu naïf. Mais la vérité, c'est que l'OTAN se demande comment hausser la capacité de production, surtout que les stocks occidentaux sont en train de se vider. Et alors là, je crois que ça nous amène à quelque chose de très important, c'est que c'est un choix des Américains, mais le monde revient à une culture de la guerre. On a vécu pendant 30 ans sur ce qu'on appelait la mondialisation heureuse, les dividendes de la paix, même les guerres menées par les Américains, horribles pour les pays visés, mais c'était des petites guerres, des micro-guerres. Des guerres lointaines. Des guerres lointaines. Et là, pour la première fois, on a un basculement, puisque c'est une guerre qui dure, et c'est une guerre qui sollicite beaucoup les deux pays, la Russie et l'Ukraine, mais surtout, les Américains ne cessent de jeter de l'huile sur le feu. À chaque fois qu'on pense qu'il peut y avoir une négociation, les Américains disent non. Et aujourd'hui, ils agitent l'épouvantail de Taïwan, qui fait que d'ailleurs la Chine est en train de se fâcher. Donc est-ce que c'est la nouvelle mentalité des élites américaines qui se disent que pour survivre, elles ont besoin d'un climat de nouvelles courses aux armements, de guerre froide, limite tiède? Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et les Russes, silencieusement, se sont adaptés très vite. Effectivement, on peut penser qu'ils avaient imaginé que l'Ukraine capitulerait en quelques semaines ou quelques mois, parce que c'était le bon sens. Et d'ailleurs, on sait qu'à la fin mars, Zelensky voulait négocier. Les Américains l'ont interdit. Et donc là, les Russes se trouvent devant une difficulté, c'est combien faut-il mobiliser, et surtout quand on a mobilisé des conscrits, comment articule-t-on l'armée de conscrits avec l'armée de métier? La vérité, c'est que toutes les armées de l'OTAN sont confrontées au même problème. Si la France entrait dans la guerre un jour, nous n'avons absolument pas assez de munitions, pas assez d'armes, nous ne pourrons pas mener une guerre de haute intensité. Mais en plus, très vite se poserait la question de la conscription. Or,
La raison pour laquelle l'armée russe n'a pas encore engagé sa grande offensive que tout le monde annonçait pour le mois de janvier ou de février, c'est parce que Shoigu l'a admis à demi-mot, il y a encore des difficultés d'organisation de l'armée avec l'afflux de mobilisés. Il y a un an encore, au début de la guerre, l'armée russe menait la guerre avec de petites unités très offensives, surarmées avec en particulier des chars, et un nombre minimal de fantassins pour une guerre de mouvement, une guerre de surprise. Aujourd'hui, on est dans une guerre de position où il va falloir défendre une ligne de front qui fait presque 1000 km. Et ça demande une toute autre organisation. Et contrairement à ce qu'on croit, les Russes ont de l'avance puisqu'ils ont pris le taureau par les cornes, alors que l'OTAN, pour l'instant, se contente de dire on fait la guerre par Ukraine interposée, on leur envoie des armes, on verra bien. Et c'est le moment où nous en sommes. À partir de là, on peut aussi imaginer que la machine otanienne s'arrête parce qu'elle n'a pas été organisée à temps. C'est une des hypothèses, même si en ce moment tout le monde dit la guerre va durer très longtemps parce que ça va être une guerre de position. Comment interpréter ces frappes qui ont eu lieu cette nuit, qui ont privé l'Ukraine d'une partie de l'électricité habituelle? Alors, à la différence des Américains, en Irak ou en Libye ou en Afghanistan, les Russes n'ont pas tout de suite mis le paquet en termes de bombardement. Ils font la guerre un peu à l'ancienne, de ce point de vue-là. Je dis souvent c'est plutôt le maréchal Turenne que le général Bonaparte, c'est-à-dire on y va lentement, monter en puissance, méthodiquement. La guerre est au besoin de basse intensité avant de devenir une guerre de haute intensité, et on en a toujours sous le pied. Et donc là, on voit que les Russes, constatant que les Ukrainiens ne veulent toujours pas négocier parce que leurs commanditaires occidentaux leur interdisent toujours, ils envoient des frappes plus importantes que ce qu'ils ont fait jusque-là sur les infrastructures électriques, sur les infrastructures de transport. Et c'est quelque chose qu'ils ont répété toutes les quelques semaines. Simplement, ça avait plutôt cessé là parce que il y a eu le discours de Poutine, il y a eu d'autres facteurs qui ont fait qu'on a laissé une chance aux Ukrainiens de négocier à nouveau. Ça n'est pas venu, on reprend les frappes. Comment tu interprètes est-ce qu'il est plausible, on va le demander comme ça, est-ce qu'il est plausible que le sabotage de Nord Stream soit dû à un commando kievien, ukrainien, qui aurait fait le boulot pour interrompre les livraisons de gaz à l'Allemagne? Alors, dans cette histoire tragique, il y a des fois où on peut pas se retenir, on a envie de rire. Parce que s'est-il passé depuis un mois environ? Seymour Hersh, on le rappelle, qui est un des géants du journalisme américain, resté intègre, publie un article qui a un effet dévastateur. Puisque avec une source interne au Pentagone, peut-être plusieurs sources, il ne les dévoile pas toutes, il établit qu'il y a eu une commande politique venue de la Maison Blanche et qu'il y a eu une exécution américaine. Alors, c'est très embêtant, en particulier en Allemagne, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui disent au chancelier Olaf Scholz, mais monsieur le chancelier, vous étiez au courant. D'autant plus que le président Biden avait annoncé en votre présence que s'il y avait la guerre, Nord Stream n'y survivrait pas. Donc il y a quelques jours, Scholz, qui est de plus en plus sous pression, est allé voir Biden. De façon intéressante, on ne sait rien sur ce qu'ils se sont dit. Et 4 jours après, on voit sortir un scénario abracadabrantesque qui nous explique que en utilisant un yacht, un commando de mercenaires ou de terroristes ukrainiens aurait monté toute cette opération dont beaucoup de spécialistes ont dit que ça demandait un énorme savoir-faire. Ça n'est pas vraisemblable. Cependant, on voit bien, plus personne ne croit que ce sont les Russes qui ont sabordé Nord Stream. La Chine réclame un débat devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le chancelier allemand est de plus en plus sous pression et les Américains ne peuvent pas avouer qu'ils l'ont fait sans accélérer la perte de leur prestige.
Que se passe-t-il? Eh bien, les pieds nickelés du storytelling nous ont sorti une théorie avec, dit-on, une enquête de la justice allemande. On demanderait à voir de près. Et donc, on nous explique que ce sont les Ukrainiens qui sont à l'origine de ça. Donc, c'est pas les Russes, mais c'est pas les Américains non plus, et les Allemands pouvaient pas savoir puisque c'est parti des Ukrainiens. Et à ce moment-là, effectivement, on voit gros comme une maison ce qui va se passer dans les mois qui viennent, à partir du moment où les choses, selon toute vraisemblance, tourneront mal, du point de vue occidental. Les Ukrainiens vont être les boucs émissaires, et à la fin, cette guerre sera entièrement de leur faute, comme chacun sait. Donc tu es plutôt confiant sur une issue de la guerre cette année? Moi, je pense qu'il y a un marqueur qui est l'épuisement humain de l'Ukraine. On voit des images qui sont poignantes d'ailleurs. On voit des adolescents, même, enfin des jeunes adolescents. On voit des hommes âgés. Toi et moi, on n'aurait pas le choix en Ukraine, hein, on serait enrôlés. C'est la preuve qu'on est encore jeune. Voilà, mais c'est pas normal. Normalement, nous avons passé l'âge d'aller servir. Je suis désolé de te le dire, et je voulais pas te gâcher ta fin d'après-midi. Mais en Ukraine, c'est ça la réalité. Et avec des gens qui sont envoyés à Bakhmout en particulier, et dans des conditions qui sont incompréhensibles du point de vue de la rationalité militaire, puisque ils sont à peine entraînés et on les envoie. On les envoie pourquoi? Pour ralentir l'avancée de l'armée russe, mais certains soldats ukrainiens qui ont témoigné ont dit qu'il y avait 4 heures de survie pour quelqu'un qui est enrôlé, qui est envoyé à Bakhmout et qui n'a pas d'entraînement. Je ne parle pas des commandos de l'armée professionnelle ukrainienne qui, eux, sont du même niveau que les Russes, mais je parle des conscrits. C'est ça le gros problème. Et donc, là, je crois que les chiffres qui ont été donnés de 150 000 morts au mois de janvier, après 11 mois de guerre du côté ukrainien, révélés par un journal turc qui se fondait sur des estimations du Mossad. On entend de plus en plus de militaires qui ont travaillé sérieusement sur le sujet, qui ont comparé les sources et qui disent c'est au bas mot 150 000 morts. C'est vraisemblablement plus. Ce qui, dans un pays qui est en faiblesse démographique avec beaucoup d'émigration, est tout à fait catastrophique. Et je crois que c'est ça. Il ne faut jamais oublier que la guerre, ce sont des hommes qui la font. Et donc c'est ça qui fait que, vraisemblablement, quelle que soit la parité apparente des deux armées, l'Ukraine craquera à un moment, l'armée ukrainienne craquera. Bon, merci Edouard. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci Eric.